Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez. Ce soir-là, j'ai découvert qu'on pouvait être mis à l'écart sans qu'aucune porte ne claque et sans qu'aucune voix ne s'élève. C'était l'anniversaire des 60 ans du beau-père d'Élise, ma belle-fille. La grande maison brillait sous les lanternes, les invités arrivaient par grappes, élégants, souriants, parfumés. On parlait fort, on riait, on se prenait en photo, et au milieu de cette agitation, moi, je serrais un petit paquet cadeau contre ma poitrine comme si je voulais l'empêcher de tomber. Je m'appelle Delphine Armand, j'ai 58 ans et cette soirée allait me montrer à quel point on peut être présente tout en étant effacée. Élise m'a accueillie avec un sourire si parfait qu'il en devenait tranchant. « Ah, Delphine, vous êtes venue !» Sa voix sonnait comme une surprise qu'elle n'avait pas prévue et peut-être pas souhaitée. Nous avons traversé la tonnelle chauffée où étaient installées les tables rondes. Sur chaque assiette, un petit carton doré indiquait un prénom. Des fleurs blanches, des verres en cristal, un orchestre à cordes, un décor de film. Instinctivement, j'ai cherché ma place près de Luc, mon fils. J'ai pensé, naïvement, qu'on m'avait réservé une chaise parmi les invités, dans la lumière, à l'abri du vent. Élise a effleuré mon bras. « Par ici, Delphine, votre place est un peu à part. » Nous avons longé les tables, puis quitté la zone éclairée. L'air est devenu plus froid, les sons plus lointains. Elle s'est arrêtée derrière un mur latéral, là où personne ne passait, près d'un énorme compresseur de climatisation qui grondait comme un moteur. Une petite table bancale, une seule chaise, une ampoule nue oscillant au vent. Et au centre de l'assiette, ce petit carton doré. Madame Delphine Armand. Élise a souri, ses yeux brillant d'une lueur que je connaissais trop bien. Ici, ça vous conviendra parfaitement. Je n'ai rien dit. Le silence est parfois le seul refuge quand la dignité vacille. La musique résonnait au loin, je voyais les silhouettes danser à travers la toile blanche, mais moi, j'étais là, dans un courant d'air glacé, invisible. Personne ne s'est retourné, pas même Luc. Je suis partie tôt, sans un mot, avec ce goût amer qu'on ne peut pas confondre, celui de l'humiliation. Le lendemain matin, à 6h32, mon téléphone a vibré. « Delphine, qu'est-ce que vous avez fait? Tout est en train de s'effondrer !» La voix d'Élise tremblait. Je n'avais encore rien fait. Pour comprendre pourquoi elle paniquait à l'aube, il faut revenir bien avant cette soirée, au moment où tout a réellement commencé. Avant de vous dévoiler ma vengeance surprenante, vous pouvez vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo pour m'inspirer pour les prochaines vidéos. Pour comprendre ce qui s'est passé ce soir-là, il faut que je vous parle de la femme que j'étais avant qu'Élise n'entre dans nos vies. Une femme simple, discrète, presque transparente parfois, mais qui avait construit son monde autour d'une seule lumière, mon fils Luc. Luc est né un matin d'automne dans une petite maternité du sud de Paris. Je me souviens encore de la chaleur de son front contre ma joue, de son premier cri un peu rauque, de la manière dont sa petite main s'est agrippée à mon doigt comme s'il avait peur que je disparaisse. À cet instant, j'ai su que ma vie venait de changer de direction, que désormais, chaque choix, chaque geste, chaque renoncement serait pour lui. Son père, Arnaud, était professeur de musique, un homme doux, calme, qui jouait du piano tard le soir quand je n'arrivais pas à dormir. C'est lui qui m'a appris que le silence peut être une forme d'amour. Nous n'étions pas riches, mais nous étions heureux, d'un bonheur fragile, presque secret. Jusqu'au jour où Arnaud est parti trop tôt, emporté par une maladie qui n'a laissé ni explication ni répit. Luc n'avait que 8 ans. À partir de là, notre petite famille est devenue une île, juste lui et moi contre le monde. Je travaillais à la bibliothèque municipale, un lieu que j'aimais de tout mon cœur. L'odeur des livres anciens, le craquement du bois, les pas feutrés des lecteurs, la lumière douce filtrant à travers les rideaux. Je faisais ce travail sans me plaindre parce qu'il me permettait un rythme stable, des soirées à la maison, des dimanches tranquilles avec Luc. Je voulais qu'il ait un cadre, une routine, un refuge. Luc était un enfant sage, presque trop. Il n'avait jamais le goût du bruit ou du chaos. Il préférait lire, dessiner, observer. À l'école, les professeurs disaient toujours « Votre fils a une âme délicate, Madame Armand ». Et je souriais parce que c'était vrai. Il avait un cœur vaste, profond, d'une sensibilité qui me touchait autant qu'elle m'inquiétait.
Nous avions nos rituels, le chocolat chaud du dimanche matin, les promenades au bord de la Seine, les soirées où nous lisions chacun un livre dans le salon. Parfois, il posait sa tête sur mon épaule et me demandait « Maman, est-ce que papa nous voit ?» Je lui répondais toujours « Oui, mon chéri, toujours ». J'ai fait de mon mieux, souvent maladroitement, mais avec une constance inlassable. J'ai économisé chaque euro, j'ai évité les dépenses inutiles, j'ai travaillé des heures supplémentaires. Je voulais que Luc ne manque de rien, ni matériellement, ni émotionnellement. Quand il est devenu adulte, je l'ai vu se transformer jour après jour. Ses épaules se sont élargies, sa voix est devenue grave, mais il avait toujours cette douceur dans le regard. Il a étudié l'informatique, puis comptabilité. Je ne me souviens plus exactement du moment où il a cessé de me raconter chaque détail. Ça arrive comme ça, je suppose. Les enfants poussent, les mères reculent d'un pas. C'est normal, c'est sain. Je m'y étais préparée. Mais au fond de moi, il y avait toujours cette petite voix chuchotant. Je ne veux jamais être un poids pour lui. Cette phrase, je l'ai répétée des centaines de fois dans ma tête, comme une prière silencieuse. Je voulais que Luc vive sa vie librement, sans devoir se retourner constamment pour vérifier si sa mère suivait encore derrière. Et puis, Élise est arrivée. Belle, brillante, sûre d'elle, de ces femmes qui prennent la place sans demander la permission. Elle est entrée dans notre vie comme on entre dans une pièce trop petite, en déplaçant tout ce qui s'y trouvait déjà. Je ne savais pas encore que sa présence allait fissurer tout ce que j'avais construit. Je ne savais pas encore que Luc, mon fils, celui que j'avais protégé de tout, serait un jour celui qui détournerait le regard quand j'aurais le plus besoin de lui. Mais revenons au début. Le moment où, sans m'en rendre compte, j'ai laissé Élise poser la première pierre de ce mur qui, plus tard, me séparerait de mon propre enfant. La première fois que j'ai rencontré Élise, c'était un samedi de mars, un de ces jours où l'air est encore froid, mais où la lumière promet déjà le printemps. Luc m'avait prévenu la veille. « Maman, je voudrais que tu la rencontres. On vient dîner demain, d'accord ?» J'avais senti mon cœur battre plus vite. Pas d'inquiétude, juste ce mélange étrange d'espérance et de peur que toutes les mères ressentent quand une autre femme entre dans la vie de leur fils. J'avais passé l'après-midi à préparer un repas simple mais soigné, une tarte aux poireaux, un rôti de veau, un gratin dauphinois et un petit dessert que Luc adorait quand il était enfant. Rien d'extravagant, juste nous. Quand la sonnette a retenti, je suis allée ouvrir avec un sourire. Luc se tenait là, les mains dans les poches, l'air un peu nerveux. Et derrière lui, Élise. Elle était belle d'une beauté lisse, calculée, presque froide. Des cheveux tirés en un chignon parfait, un manteau beige impeccable, des talons qui claquaient comme un verdict. Elle m'a tendu la main sans vraiment me regarder. « Enchantée, Madame Armand, Luc m'a beaucoup parlé de vous. » Sa voix sonnait comme une réplique apprise, sans la moindre trace de chaleur. À peine entrée, elle a balayé mon appartement du regard. Un regard poli, mais tranchant. « C'est charmant », a-t-elle murmuré. Ce mot-là, je m'en souviens. Charmant. Prononcé comme on dirait vieillot, modeste, dépassé. J'ai fait semblant de ne pas entendre. Pendant le dîner, j'ai observé. Elle touchait à peine à son assiette, posait sa fourchette comme si elle craignait de la salir. À un moment, alors que je servais le rôti, elle a dit doucement mais suffisamment fort pour que Luc entende « Je mange très peu de viande, Delphine, mais ne vous inquiétez pas, hein ?» Puis elle m'a souri, un sourire qui disait exactement l'inverse. Je me suis rassise en essayant de sauver le moment. « Tu te souviens, Luc, quand tu étais petit, tu adorais ce plat-là, tu en redemandais toujours ?» Mais Luc semblait ailleurs, concentré sur Élise, cherchant presque son approbation. Quand elle a vu que je tenais mon couteau de la main gauche, comme je l'ai toujours fait, elle s'est penchée vers moi avec une expression faussement douce. « Vous permettez ?» Et elle a repris ma main, l'a repositionnée en expliquant « C'est plus élégant comme ça, vous comprenez ?» J'ai senti mes joues chauffer. Luc a levé les yeux, surpris, puis a baissé le regard sans rien dire. À cet instant-là, une petite fissure invisible s'est ouverte entre nous trois. Une fissure fine, à peine perceptible, mais je l'ai sentie. Une brèche dans laquelle, je ne le savais pas encore, Élise allait s'engouffrer avec une précision chirurgicale. Après le dîner, alors que je rangeais la cuisine, j'entendais des éclats de voix provenant du salon. La voix d'Élise avant tout, claire, assurée.
Tu sais, Luc, certaines personnes restent coincées dans une autre époque. C'est triste, mais bon, on ne peut pas les changer. Puis un rire léger, presque chantant. Je me suis figée, une assiette encore mouillée entre les mains. Elle glissait, mon cœur aussi. Quand je suis revenue au salon avec le dessert, Élise a posé sa main sur celle de Luc, avec une douceur étudiée. Luc mérite une famille plus moderne, plus digne. Elle avait prononcé ce mot en me regardant droit dans les yeux. Digne. Luc a froncé légèrement les sourcils, comme s'il allait dire quelque chose, puis il s'est ravisé. « Élise, ce n'est pas ce que tu crois. » Elle a glissé ses doigts sur son bras, lui intimant le silence. Luc a obéi. C'est dans cet instant suspendu que j'ai compris deux choses. Élise n'était pas là pour partager la place, elle était venue pour prendre toute la place. Luc, mon Luc, l'enfant que j'avais élevé seul, l'adulte que je croyais fort, n'était pas préparé à résister. Quand ils sont partis, j'ai refermé la porte doucement. J'ai marché jusqu'à la cuisine, je me suis assise au bord d'une chaise et j'ai senti une vague froide me traverser. Une sensation que je n'avais pas connue depuis longtemps, la peur. Pas une peur violente, une peur lente, sournoise, la peur de perdre quelqu'un sans que ce quelqu'un ne s'en rende compte. Je me suis dit que j'exagérais, que c'était juste un dîner, qu'Élise avait peut-être eu une mauvaise journée, que je devais lui laisser une chance. Mais au fond, une petite voix murmurait déjà. Elle t'a déjà évalué et elle a déjà décidé où te placer. Cette pensée m'a suivi longtemps ce soir-là et elle allait se révéler juste, bien plus rapidement que je ne pouvais l'imaginer. Les semaines qui ont suivi ce dîner ont eu une couleur étrange, comme si quelqu'un avait baissé la lumière dans une pièce sans prévenir. Luc m'appelait toujours, oui, mais plus de la même manière. Avant, il me parlait chaque soir, même pour ne rien dire. Une recette qu'il avait testée, une anecdote au travail, un souvenir qui lui revenait en tête. Maintenant, c'était rapide, presque mécanique. « Ça va, maman? Tout va bien? Je dois filer, on se parle demain. » Demain devenait après-demain, puis la semaine suivante. Je me disais que c'était normal, l'amour, le travail, les obligations, la vie change, c'est tout. Je me répétais cela comme une incantation pour empêcher mon cœur de se serrer. Un dimanche, je lui ai proposé de déjeuner ensemble. Ce dimanche, j'ai entendu un léger murmure derrière lui, une voix étouffée mais clairement féminine. Puis Luc a repris. « Élise préfère qu'on passe la journée ensemble. On a des choses à organiser. On remet ça? » On remet ça. 3 mots qui sont restés suspendus dans l'air de ma cuisine comme une poussière qui refuse de tomber. La semaine suivante, je l'ai invitée à dîner. Ah, ce soir non, Élise n'aime pas trop sortir tard. J'ai hoché la tête en silence, même s'il ne pouvait pas me voir. Petit à petit, sans que je puisse dire exactement quand, nos rendez-vous sont devenus rares. Nos conversations aussi. Nos silences, eux, prenaient plus de place. Un soir, j'ai décidé de passer près de son appartement après ma promenade. Rien d'extraordinaire, juste déposer un petit panier de madeleine que j'avais fait. J'avais prévenu Luc 1 heure plus tôt par message. Il avait répondu « Oui maman, passe quand tu veux ». Quand j'ai sonné, c'était Lise qui a ouvert. Elle a levé un sourcil parfaitement dessiné. « Delphine, vous étiez dans le quartier ?» Sa voix était douce, mais il y avait quelque chose derrière, un fil tendu. « Oui, je voulais juste déposer ça. » Elle a regardé le panier, puis m'a regardé. « C'est gentil, mais Luc et moi, on sortait justement. » Elle parlait au passé et au futur en même temps, comme si elle voulait me placer au mauvais temps verbal. Luc est apparu derrière elle, un peu surpris, presque coupable. « Maman, tu aurais dû me dire que tu arrivais maintenant. Élise n'aime pas trop les visites spontanées. » J'ai senti mon cœur se rétracter doucement. « Ce n'est rien, je ne reste pas. Je voulais juste vous faire un petit coucou. » Élise a refermé la porte lentement, comme si elle s'assurait qu'aucune miette d'air ne puisse passer. Ce soir-là, j'ai marché longtemps pour rentrer. Paris brillait, les vitrines illuminaient les trottoirs, mais tout semblait flou autour de moi. Les petites humiliations ont commencé à s'empiler comme des feuilles mortes, silencieuses, légères, mais impossibles à ignorer. Une fois, j'ai envoyé une photo d'un livre que je pensais plaire à Luc. Il a répondu « Élise pense que je dois lire des choses plus ambitieuses », comme si mes suggestions étaient des jouets d'enfant. Une autre fois, je lui ai proposé un concert de musique classique.
Élise n'aime pas trop ce genre, on verra plus tard. Plus tard n'est jamais venu. Mais le moment où j'ai compris que quelque chose dépassait la simple distance, c'était un jeudi soir. Luc était passé m'aider à installer une étagère. Nous parlions tranquillement dans le salon quand son téléphone a vibré. Il a regardé l'écran, à peine une seconde, puis, d'un geste brusque, il a retourné le téléphone face contre table. J'ai fait semblant de ne rien voir. 1 minute plus tard, il a reçu un second message. Cette fois, il a pris le téléphone, s'est tourné un peu sur le côté et a répondu rapidement, presque nerveusement. Quand je me suis approchée pour lui tendre un tournevis, j'ai vu son pouce glisser sur l'écran, protégeant la conversation comme on protège un secret honteux. « Tout ça bien ?» ai-je demandé. Il a sursauté légèrement. « Oui, c'est juste Élise. Elle aime bien savoir où j'en suis. Rien de grave. » Elle aime bien savoir où j'en suis. Cette phrase m'a frappée plus fort que je ne l'aurais cru. Ce soir-là, après son départ, j'ai rangé la boîte d'outils, plié soigneusement le chiffon, puis me suis assise sur le bord du canapé. Je ne voulais pas me l'admettre, mais une évidence grimpait en moi comme un lierre sombre. Luc ne s'éloignait pas de moi, on l'éloignait de moi. Et je ne savais pas encore que ce n'était que le début. Ce fut un soir de pluie que j'ai trouvé le premier fil du tissu qui allait se déchirer. Un fil minuscule, presque invisible, mais qui, une fois tiré, révélerait bien plus que je ne pouvais l'imaginer. Luc était passé rapidement après le travail, un passage éclair. Il avait l'air fatigué, nerveux, comme s'il portait quelque chose de trop lourd pour lui. « Je ne reste pas longtemps, maman, Élise m'attend. » Il a bu un café en 2 gorgées, m'a parlé de manière distraite, puis est reparti aussi vite qu'il était venu, oubliant son foulard sur le dossier d'une chaise. Quand je me suis approchée pour le ramasser, j'ai remarqué un papier dépassant légèrement de la pochette intérieure de sa veste. Je n'aurais jamais fouillé, jamais. Mais le papier était tombé au sol, entrouvert, comme s'il voulait être vu. J'ai ramassé le foulard puis le document. Et mon cœur s'est arrêté un instant. C'était une facture astronomique, un montant si élevé que j'ai cru, dans un premier temps, avoir mal lu. 17 800 € pour une salle d'événementiel dans le 6e arrondissement. La date était prévue 2 mois plus tard. Et le plus étrange, le nom qui figurait sur la réservation. Élise Marceau, responsable du projet. Luc n'avait jamais parlé d'un événement si coûteux, jamais. Et ce n'était certainement pas son style. Il avait toujours été raisonnable, prudent, presque trop parfois. Ce montant n'avait aucun sens. Je suis restée immobile un long moment, la facture dans une main, le foulard dans l'autre. La pluie glissait contre la vitre, traçant des lignes irrégulières, comme si le ciel lui-même hésitait à pleurer. J'aurais pu appeler Luc tout de suite, lui demander, le confronter, mais une petite voix me disait de ne pas le faire, pas encore. Regarde, observe, attends. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Le lendemain, je suis allée travailler comme d'habitude. À la bibliothèque, les rayonnages étaient silencieux, paisibles, mais mon esprit, lui, ne l'était pas. La facture revenait sans cesse. À l'heure du déjeuner, je l'ai ressortie de mon sac. Les lettres, les chiffres, tout avait cet éclat froid, des choses qui ne mentent pas. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. 3 jours plus tard, un autre détail est apparu. Un détail tellement insignifiant que j'aurais pu le manquer. Une enveloppe glissée dans ma boîte aux lettres, adressée à Luc, mais sans adresse complète. Par réflexe, je l'ai ouverte, pensant qu'il s'agissait d'un catalogue ou d'une promotion. Ce n'était pas un catalogue, c'était un contrat de prestation. Dans l'entête, on lisait « Événement prestige, coordination ». Le nom d'Élise apparaissait 2 fois. Le nom de Luc, nulle part. Mais le numéro de son compte apparaissait dans la section « Virement initial ». Luc payait, ou alors Élise payait en utilisant son compte. J'ai rangé l'enveloppe dans un tiroir, délicatement, comme si elle contenait quelque chose de fragile. Je commençais à sentir le sol se dérober sous mes pieds. Pas de façon brutale, non, de cette manière lente et insidieuse, comme lorsqu'on s'enfonce dans le sable sans réaliser immédiatement qu'on est en train de disparaître. 1 semaine plus tard, alors que je rangeais ma cuisine, j'ai reçu un message de ma collègue Jeanne. « Tu connais cette entreprise d'événementiel ? On en a parlé aujourd'hui. Paraît qu'ils organisent des galas de luxe très chers. » Elle a envoyé un lien. J'ai cliqué. Là, sur la page d'accueil, une photo d'une salle somptueuse, un lieu hors de prix, décoré comme un château moderne. Sous l'image, une mention. Prochain événement, projet dirigé par Élise M. Mes mains se sont crispées sans que je m'en rende compte. Pourquoi Luc n'avait-il rien dit ?
Pourquoi Élise organisait-elle un événement si exorbitant? Pourquoi le compte de Luc figurait-il dans les documents? Et surtout, pourquoi toutes ces choses semblaient soigneusement masquées à mon fils? Une certitude commençait à mettre en moi, une certitude froide, douloureuse, impossible à ignorer. Quelque chose échappait totalement à Luc. Quelque chose qu'Élise ne voulait pas qu'il voie. Je n'ai parlé à personne, je n'ai rien dit. J'ai simplement glissé la facture, l'enveloppe et le contrat dans un dossier bleu, les rangés au fond de mon armoire, derrière ma collection de romans. Pas pour m'en servir, pas pour me défendre, mais parce que mon instinct me hurlait que ce n'était que le début. Dans les jours qui ont suivi, chaque petit signe, chaque variation dans la voix de Luc, chaque regard d'Élise prenait une ampleur différente. Le monde avait basculé d'1 millimètre, juste assez pour que je perde l'équilibre. Je ne savais pas encore à quel point ces documents allaient peser. Je ne savais pas encore qu'ils seraient la clé de quelque chose de bien plus grand. Mais je savais une chose, une vérité, même petite, finit toujours par trouver un chemin. Et la première fissure venait d'apparaître. Les semaines suivantes ont eu la saveur d'un orage qui approche. L'air paraît encore calme, mais quelque chose gronde dans le lointain, invisible, inévitable. Je sentais qu'Élise avançait, lentement mais sûrement, dans un territoire qui n'était pas le sien, celui de la relation entre une mère et son fils. Un soir, alors que je préparais le dîner, Luc m'a téléphoné. Il parlait d'une voix feutrée, presque étouffée. « Maman, Élise pense que je devrais un peu prendre de la distance, juste le temps qu'on s'organise, tu comprends ?» J'ai serré le torchon dans mes mains, si fort que j'aurais pu en extraire de l'eau s'il avait été mouillé. « Prendre de la distance? Par rapport à quoi ?» Luc a hésité. « Elle dit que tu me stresses sans le vouloir, que c'est difficile pour elle quand tu m'appelles souvent. » Je n'ai pas répondu, parce que si j'avais parlé à ce moment-là, ma voix aurait tremblé. Et je refuse, depuis toujours, de laisser Luc croire que je me bats contre lui. Le lendemain, il m'a envoyé un message. « On dîne en famille samedi, mais il n'y a plus de place à table. Ce sera pour la semaine prochaine. Je t'embrasse. » Il n'y a plus de place à table. Cette phrase a persisté dans ma tête comme une chanson qu'on ne parvient pas à oublier. Samedi soir, j'ai fait semblant de ne pas attendre. J'ai lu un livre que je n'ai pas compris, bu un thé qui a refroidi trop vite, regardé par la fenêtre un nombre incalculable de fois. Quand Luc m'a envoyé une photo du repas, lui, Élise, la famille d'Élise, tous souriants, je n'ai pas été surprise. Toutes les chaises semblaient occupées. Oui, mais j'avais parfaitement reconnu la table. Une table assez grande pour 12 personnes. Et sur la photo, ils étaient 8. Le dimanche, j'ai croisé Élise dans une boutique du quartier. Elle portait une écharpe en soie, achetée manifestement 5 minutes plus tôt. Elle m'a vue, a souri comme on sourit à une voisine gênante. « Oh, Delphine, vous êtes encore dans le coin ?» Je ne savais même pas comment répondre à cette question. Encore dans le coin de quoi? Dans le coin de ma propre vie? Elle a ajouté, d'un ton sucré qui dissimulait mal une pointe de condescendance, « Luc m'a dit que vous aviez essayé de lui téléphoner hier soir. Vous devriez ralentir un peu, laissez-le respirer. Votre présence est très forte. » Très forte. Comme si j'étais un parfum trop chargé, une lumière trop vive, un bruit dérangeant. Je suis rentrée chez moi, silencieuse. À la porte d'entrée, j'ai dû m'adosser quelques secondes pour retrouver mon souffle. Les micro-agressions ont continué. Une fois, j'ai envoyé à Luc une photo de mon balcon où j'avais planté des fleurs qu'il aimait autrefois. Il m'a répondu plus tard. « Élise trouve que ça fait un peu vieux, mais si toi ça te plaît, garde-les. » Une autre fois, je lui ai proposé un déjeuner dimanche. Il a répondu « Élise préfère qu'on garde nos dimanches pour nous deux. On se voit dans la semaine. » Dans la semaine, ne venait jamais. Puis, il y a eu cet email, celui que je n'aurais jamais dû voir. Un après-midi, j'étais chez Luc pour l'aider à plier du linge, à sa demande. Il avait laissé son ordinateur ouvert. Je ne voulais pas regarder, je le jure. Mais une fenêtre avait pop-up automatiquement, affichant un aperçu de mail. De Élise à Famille Marceau. La première ligne apparaissait clairement. Luc n'a plus besoin d'être materné, je gère maintenant. Je suis restée figée. Mes mains tremblaient, mais pas de colère, de cette sensation étrange que l'on ressent quand la réalité devenait plus claire d'un coup, trop claire, presque blessante. Je maternais Luc, je gérais mal, Élise gérait mieux.
J'ai fermé l'ordinateur doucement pour ne laisser aucune trace de mon passage dans sa vie numérique. J'avais l'impression d'entrer dans une pièce qui n'était plus la mienne, une pièce où l'on parlait de moi comme d'une intruse. Ce soir-là, alors que je rentrais chez moi, j'ai remarqué combien la ville semblait différente. Les mêmes rues, les mêmes lampadaires, les mêmes vitrines, mais tout paraissait à distance, comme si je marchais derrière une vitre. Luc n'était pas méchant, il n'était pas cruel, il était simplement influençable. Et Élise savait exactement quel fil tirer, quelle corde tendre, quelle note jouer. La fracture s'élargissait, je le sentais. Et pourtant, je n'avais encore rien dit, parce que si j'ouvrais la bouche, j'avais peur d'être celle qu'Élise me décrivait déjà en coulisses, une mère envahissante, trop présente, incapable de laisser son fils vivre. Alors, j'ai enduré, et l'orage a continué de s'approcher. Chaque mot, chaque geste, chaque sourire d'Élise était une pierre ajoutée à un mur invisible qui se dressait peu à peu entre Luc et moi. Et je savais, au fond, que lorsque ce mur serait complètement construit, je ne trouverais plus aucune porte pour entrer. Mais je n'avais pas encore vu le pire, je n'avais pas encore compris jusqu'où Élise était prête à aller. Et surtout, je n'avais pas encore trouvé le courage de tirer le fil qui ferait toute la façade. Ce moment-là approchait. Il était déjà en route vers moi, silencieux, comme une vérité qui ne peut plus être retenue. Il y a des moments dans une vie où la réalité se dévoile d'un seul geste, sans prévenir, comme un rideau qui se décroche. Pour moi, ce moment est arrivé un mardi matin. Ce jour-là, j'avais décidé de me rendre au marché tôt. L'air était frisquet, le ciel gris, mais j'aimais cette heure-là. La ville n'était pas encore complètement éveillée et l'on pouvait croire que le monde appartenait encore aux rêveurs. En rentrant chez moi, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. Pas de timbre, pas d'adresse, seulement mon prénom, écrit rapidement au stylo. J'ai cru à une erreur, peut-être un voisin. Peut-être un document qui ne me concernait pas. Puis, j'ai vu, en bas à droite, un logo. Le logo de la société où travaillait Luc. Mon cœur s'est immédiatement contracté. Je me suis assise dans la cuisine, j'ai posé l'enveloppe devant moi, j'ai respiré longuement, puis je l'ai ouverte. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule feuille, une impression en noir et blanc. Une liste de virements, des chiffres, des dates, tous effectués depuis le compte professionnel de Luc. Montant élevé, répété, régulier et surtout, tous vers le même destinataire, un compte secondaire au nom d'Élise Marceau. Je suis restée immobile. Le temps semblait soudain se dilater autour de moi, devenant lourd, visqueux, presque irrespirable. Une sensation de vertige m'a traversée. Pas de colère, pas encore. C'était un coup de froid. Un froid qui ne venait pas de la pièce, mais de l'intérieur, de ce lieu intime où l'on garde nos certitudes les plus fragiles. Je n'ai pas pleuré, ce n'était pas le moment. J'ai rangé la feuille dans le dossier bleu où j'avais déjà glissé la facture de la salle et le contrat. Je ne savais pas encore à quoi tout cela mènerait, mais je savais qu'un puzzle s'assemblait sous mes yeux, un puzzle qui ne ressemblait plus du tout à ce qu'Élise laissait croire. Je devais comprendre, pas pour moi, pour Luc. Le lendemain, j'ai pris une décision que je n'aurais jamais imaginé prendre, contacter Antoine Beaumont, l'ancien collègue de mon mari, aujourd'hui comptable dans l'entreprise où Luc travaillait. Je l'ai appelé en prétextant vouloir des nouvelles. Il a accepté de me voir dans un petit café discret rue Monge. Quand je suis arrivée, il était déjà là, assis, les mains jointes devant lui, l'air inquiet. « Delphine, qu'est-ce qui se passe? Ta voix au téléphone, on aurait dit que tu allais pleurer. » Je lui ai tendu les documents. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que ce n'est pas normal. Il a parcouru les pages lentement. Son visage s'est fermé, puis il a soufflé, presque dans un murmure. Ce n'est pas une erreur, c'est une manipulation. Ces virements sont réels, Delphine, et Luc ne les a pas validés, ça, j'en suis sûre. Je me suis accrochée au rebord de la table. Pas validés? Alors qui? Antoine a relevé les yeux, la mâchoire serrée. Quelqu'un qui a accès à son poste, ou à ses codes, quelqu'un de proche, très proche. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Le nom était suspendu entre nous, Élise.
Je me suis sentie soudain très vieille, comme si tout le poids de mes années m'était tombé dans les épaules en un seul instant. « Et Luc, il risque quelque chose ?» Antoine a pris une profonde inspiration. S'il y a un contrôle, oui, c'est son nom qui porte la responsabilité, pas celui d'Élise. Un silence long, lourd, presque solide s'est installé entre nous. Je fixais ma tasse de café, incapable de boire une seule gorgée. Antoine a ajouté d'une voix plus douce. « Delphine, je sais que c'est difficile à entendre, mais si tu veux aider ton fils, tu dois savoir à qui il a affaire. » Je suis rentrée à pied. Je ne me souviens plus du chemin, seulement de la sensation du vent glacé sur mon visage, comme si la ville tentait de me réveiller brutalement de ce cauchemar éveillé. Dans l'escalier de mon immeuble, mes jambes tremblaient. Dans mon salon, mes mains tremblaient. Mais ma résolution, elle, ne tremblait pas. Je n'ai rien dit à Luc, pas encore. Parce qu'il aurait nié. Parce qu'Élise aurait pleuré, manipulé, retourné chaque mot comme elle savait si bien le faire. Parce que je devais d'abord comprendre toute l'étendue du problème. Le soir, seule dans ma chambre, j'ai ouvert le dossier bleu. Les papiers semblaient me regarder, alignés comme des preuves silencieuses. Cela faisait des semaines que je sentais quelque chose. Un parfum de mensonge, une ombre dans la voix de Luc, un geste d'Élise trop contrôlé pour être honnête. Mais là, ce n'était plus un sentiment, c'était une vérité froide, coupante, irréversible. Élise utilisait Luc, et il ne s'en rendait pas compte. Je ne pouvais pas imaginer que ce n'était qu'un prélude, qu'une autre vérité, bien plus grande, m'attendait au tournant. Une vérité qui allait faire trembler tout ce que je croyais encore tenir debout. Le premier twist venait d'éclater, et rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme avant. Il y a des endroits où la vérité s'invite malgré nous. Pour moi, ce fut un petit café de la rue Le Pic, un lieu minuscule, avec des murs couleur crème, trop étroit pour respirer, mais parfait pour ne rien laisser fuir. J'y suis arrivée 5 minutes en avance. Je m'étais assise près de la fenêtre, comme pour garder un œil sur la rue, ou peut-être pour m'assurer qu'un peu de lumière pourrait encore entrer dans ce moment qui s'annonçait sombre. Je n'ai attendu que quelques instants. La porte s'est ouverte d'un coup sec. Élise est entrée comme une lame de couteau qui fend l'air, déterminée, impeccable, dangereusement calme. Ses talons claquaient sur le carrelage avec une précision presque insolente. Elle m'a vue immédiatement. « Ah, vous êtes déjà là !» Comme si ma ponctualité était une provocation. Elle s'est assise en face de moi, sans enlever son manteau, sans commander quoi que ce soit. Elle ne comptait pas rester longtemps. Elle venait pour gagner. « Alors, Delphine, on va parler. » Je n'ai pas répondu. Le silence était ma seule arme. Elle a croisé les jambes avec élégance, un sourire étroit aux lèvres. « Luc m'a dit que vous étiez perturbée ces derniers temps. Je voulais m'assurer que tout allait bien. » Ce ton faussement concerné m'a donné envie de rire ou de trembler. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. « Je vais bien », ai-je répondu doucement. Elle a plissé les yeux. Elle détestait quand je restais calme. Parfait, parce que Luc a besoin de stabilité, vous savez, pas de drames inutiles, pas de... Elle fit un geste vague de la main, pas de paranoïa. Je les regardais, juste regarder. Elle détestait encore plus ça. Un serveur s'est approché. « Vous souhaitez prendre quelque chose ?» Élise n'a même pas levé les yeux. « Non, ça ira. » Quand il s'est éloigné, elle s'est penchée légèrement vers moi. « J'aimerais clarifier une chose. Vous et moi, nous n'avons pas besoin d'être très proches. On peut coexister, mais à la condition que chacun reste à sa place. » J'ai posé mes mains sur la table, calmement. « Quelle est ma place, selon vous ?» Son sourire s'est élargi, cruel, presque triomphant. Pas au centre de la vie de Luc, en tout cas. Ce rôle, Delphine, il m'appartient. Elle laissa ces mots flotter entre nous, comme un poison lent. Je baissai les yeux une seconde. Pas de faiblesse, un choix. Puis je la regardai droit dans les siens. « Pourquoi me détestes-tu autant, Élise ?» Le silence tomba brutalement, net, glacé. Elle se raidit. Elle ne s'attendait pas à ce que j'appose la question, celle que personne n'ose formuler parce qu'elle ne laisse aucun échappatoire. Elle rit, un petit rire nerveux, sec, presque métallique. Détester, c'est un mot trop fort. Disons simplement que vous êtes encombrante.
encombrante, comme un meuble trop ancien, comme un souvenir qui gêne, comme une vérité qu'on ne veut plus voir. Elle continua, sa voix devenant plus dure. « Vous prenez trop de place dans sa tête, trop de place dans sa vie. Luc ne peut pas avancer tant que vous êtes partout, tant que vous vous mêlez de tout, tant que vous jouez la mère parfaite, celle qui connaît tout, qui comprend tout. » Elle se pencha encore plus, ses yeux brûlants d'une lueur glacée. « Vous appartenez au passé, Delphine, et moi, je représente son avenir. » Chaque mot était un coup, précis, volontaire, chirurgical. Je n'ai rien dit, je la regardais simplement. Elle croyait que ce silence était un aveu de faiblesse. Elle ignorait que c'était ma façon d'observer chaque fissure de son masque. Elle reprit plus bas. « Luc a besoin d'une femme à ses côtés, pas d'une mère qui contrôle encore tout. Alors, il va falloir que vous preniez de la distance. » Je posai ma main sur la table, lentement, pour qu'elle voie que je ne tremblais pas. « De la distance ?» Exactement. Elle sortit un petit papier plié dans son sac. Elle me le glissa par-dessus la table. « Voici ce que je propose. Vous limitez les visites à 1 fois par mois. Pas d'appels intempestifs, pas d'invitations, pas de conseils. Surtout, Luc n'en a plus besoin. » Je n'ai pas touché le papier. Elle sourit. « Ce n'est pas une négociation, c'est une solution pour tout le monde. » Un autre silence, long, puissant. Le type de silence qui fait perdre l'équilibre à ceux qui n'aiment pas les zones d'ombre. Je me suis enfin redressée. « Et si je refuse ?» Elle posa les coudes sur la table, ses yeux brillants d'une victoire anticipée. « Alors, Luc s'éloignera de vous, définitivement, et il le fera de lui-même. Vous savez qu'il me fait confiance. » Je sentis un frisson me traverser. Pas de peur, une lucidité tranchante. « Vous avez vraiment besoin de le couper de moi pour le garder ?» Elle se figea, touchée, atteinte, même si elle tenta de masquer le tressaillement de ses lèvres. « Ce n'est pas ça. » « Alors qu'est-ce que c'est ?» Elle inspira, agacée, puis lâcha enfin ce qu'elle portait depuis longtemps. « Luc doit m'appartenir complètement. J'ai travaillé trop dur pour ça. Vous êtes un obstacle. » Un obstacle, rien d'autre. J'ai ramassé mon sac. Elle pensa que je fuyais. Elle se trompait. Je me suis levée lentement. « Je vous remercie, Élise. » Elle haussa un sourcil. « Pourquoi ?» Je glissais ma main dans mon sac, touchais le dossier bleu, les preuves, les virements, les documents. Je ne les sortis pas, ce n'était pas encore le moment. Pour votre honnêteté, elle m'a été précieuse. Je fis un pas vers la sortie. Avant de pousser la porte, je me tournai une dernière fois. « À bientôt, Élise. » Dans ses yeux, une inquiétude nouvelle venait de naître, une inquiétude qu'elle ne parvenait pas à nommer. Parce qu'elle sentait, pour la première fois, que je n'étais plus seulement une mère blessée. J'étais devenue une femme qui savait. Et ça, pour Élise, c'était la chose la plus dangereuse qui soit. Il y a des soirs qui ressemblent à une célébration et qui finissent par révéler la part d'ombre de ce qu'on croyait connaître. Celui-là en faisait partie. C'était l'anniversaire du père d'Élise, un événement organisé dans un hôtel particulier du boulevard Saint-Germain. Lumière dorée, serveur en gants blancs, table dressée comme pour un bal d'hiver. Je n'avais pas été ravie d'y aller, mais Luc insistait. « Ça ne sera pas long, maman, juste un dîner. » Alors j'ai accepté, pour lui. Quand nous sommes arrivés, Élise rayonnait. Pas de bonheur, non, mais de ce genre d'éclat tendu que portent les gens qui veulent montrer qu'ils contrôlent tout. Sa robe brillait plus que les lustres, son sourire tranchait comme une lame. Elle m'a accueillie avec un baiser sur la joue, glacial. « Delphine, vous êtes venue, merci. Venez, je vais vous montrer votre place. » Elle prit légèrement mon bras, ses doigts serrant trop fort pour être un simple geste de politesse. Je savais déjà, je le sentais dans la manière dont elle me guidait, dans la vitesse de ses pas, dans la petite vibration dans sa voix. Une humiliation la faisait respirer comme un parfum. Nous avons traversé la salle, puis un couloir, puis une porte battante donnant sur une zone plus sombre, plus froide. J'ai compris, la zone technique. Un espace entre la cuisine et les frigos industriels. Un endroit où le personnel passait sans s'arrêter, où personne ne parlerait à voix haute, où la lumière blafarde vous rend invisible. Et là, au milieu des caisses métalliques, se trouvait une chaise, une seule, avec un petit carton portant mon nom, Delphine Armand. J'ai senti l'air se retirer de ma poitrine.
Voilà, Delphine, dit Élise, comme si elle me faisait un cadeau. Ici, vous serez plus tranquille. Tranquille, à côté des portes battantes d'où sortaient les assiettes brûlantes. Tranquille, devant les employés qui me regardaient sans oser réagir. Tranquille, comme on range quelque chose de gênant. Luc n'était pas là, il saluait des invités dans une autre pièce. Il ne voyait rien. Je me suis assise sans un mot. Je sais que c'est là que beaucoup se seraient levés, auraient crié, auraient réclamé justice. Mais moi, non. Je n'avais plus la force de me battre contre quelqu'un qui ne me considérait même pas comme un être humain. Je suis partie 10 minutes plus tard, sans chercher Luc, sans demander d'explication. Je suis rentrée chez moi en taxi, les mains froides sur mes genoux. Je n'ai pas pleuré, pas encore. La nuit a été longue, silencieuse, lourde. J'ai fini par m'endormir au petit matin. Le téléphone a sonné à 7h12. Je n'ai pas eu le temps de dire « Allô » que la voix d'Élise éclata dans mon oreille. « Delphine, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait ?» Je me suis redressée, surprise. Qu'est-ce que... Elle sanglotait. Non, elle haletait. Une panique brute. La société de Luc, les comptes sont bloqués, le fisc a lancé un contrôle, tout est gelé, les fournisseurs appellent, les virements sont annulés, c'est la catastrophe. Qu'avez-vous fait? Je me suis levée lentement, comme si mon corps flottait en dehors de moi. Élise, je n'ai rien fait. Ne mentez pas, quelqu'un a prévenu la trésorerie, quelqu'un a envoyé les relevés, c'est vous, n'est-ce pas? Je n'ai rien envoyé. Alors c'est qui? Je n'ai pas répondu, parce que je n'en savais rien, parce qu'à cet instant, une intuition froide a traversé ma colonne vertébrale. Ce n'était pas moi, ce n'était pas la vie qui m'aidait, c'était le passé d'Élise qui revenait frapper à la porte. Elle a raccroché en hurlant. 1 minute plus tard, un autre appel, cette fois Luc. « Maman, est-ce que je peux passer? C'est important. » Il est arrivé 20 minutes plus tard. Il avait l'air d'un homme qu'on vide par l'intérieur, yeux creusés, gestes nerveux, souffle court. « Maman, ils ont gelé tous mes comptes professionnels. » Le fisc? Oui, ils disent avoir détecté des flux suspects, des transferts non déclarés, des mouvements qui datent d'avant même notre mariage. Il passa une main tremblante sur son visage. Ils m'ont montré les relevés, des dépenses énormes au nom de l'entreprise, et je ne comprends rien. Je les regardais sans parler. Il inspirait comme quelqu'un qui essaie de rester vivant dans un incendie. Et le pire, il déglutit. Le pire, c'est que l'inspecteur m'a dit qu'un ancien comptable avait signalé des irrégularités, une alerte datant de 2 ans. Quelqu'un avait modifié les justificatifs. Quelqu'un avait maquillé les achats personnels en dépenses professionnelles. Il leva ses yeux vers moi. Ils étaient pleins de peur. Maman, Élise gérait la partie administrative. Tout passait par elle. Elle m'a dit que c'était normal. Elle m'a dit qu'elle s'en occupait, que je devais juste signer. Elle m'a dit que je pouvais lui faire confiance. Ses doigts se sont crispés. Et maintenant, je découvre qu'elle a menti depuis le début. Un silence, épais, dévastateur. Il murmura enfin « Je crois que je ne connais pas la femme avec qui je vis. » Je me suis approchée, posant doucement ma main sur son bras. Il a fermé les yeux, comme un enfant qui attend un geste qui ne le trahira pas. « Maman, dis-moi que tu n'as rien fait. » Je n'ai rien fait, Luc. La vie, parfois, se charge elle-même de ramener la vérité. Ses épaules se sont affaissées. Un souffle s'est échappé de lui, un souffle qui ressemblait au début d'un effondrement. Il a murmuré d'une voix brisée « Qu'est-ce qu'elle m'a fait, maman ?» Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu mon fils non pas en homme, mais en enfant perdu au milieu d'un champ de ruines. Luc est resté assis dans mon salon pendant de longues minutes, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains. Je ne parlais pas, je ne bougeais pas, je le laissais respirer ou essayer de respirer. « Maman, murmura-t-il enfin, la voix sèche, je crois que j'ai vécu 2 ans dans un mensonge. » Je me suis approchée lentement. Pas comme une mère qui console, mais comme quelqu'un qui veille une maison en train de brûler. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre, Luc? Il leva les yeux vers moi. Ses pupilles tremblaient. Quand l'inspecteur est venu, il m'a demandé de signer une déclaration. Je ne comprenais rien. Il y avait des montants énormes, des virements sur des comptes dont je n'ai jamais entendu parler, des factures inventées. Il avala difficilement sa salive.
Il a dit que le système de comptabilité avait été trafiqué, que quelqu'un avait utilisé mes identifiants, que les signatures numérisées venaient de l'ordinateur d'Élise. Un frisson me traversa, un frisson qui n'avait rien à voir avec la surprise. C'était une forme de certitude sombre, presque ancienne. Luc continua, brisé. Elle me disait toujours « Laisse-moi gérer mon cœur, toi, concentre-toi sur le travail. » Et moi, je la croyais, je voulais la croire. Il posa ses mains tremblantes sur son visage. Comment j'ai pu être aussi idiot? Je m'assis près de lui. Ce n'est pas de la bêtise, Luc, c'est de l'amour, et l'amour peut rendre aveugle. Il eut un rire nerveux, un rire qui ressemblait à un sanglot cassé. Vers midi, son téléphone vibra, plusieurs fois. Ensuite, un appel, le nom apparaissant sur l'écran, Élise. Luc devint livide. Il n'a pas décroché. Mais elle a rappelé encore et encore. Finalement, d'une voix éteinte, il décrocha. « Oui ?» J'entendais sa voix, même à travers le combiné. Une voix folle, décousue, brisée. « Luc, ils m'ont convoqué. Je dois aller au bureau des impôts cet après-midi. Ils savent. Quelqu'un a parlé. Quelqu'un a tout balancé. Tu dois venir avec moi. » Elle respirait comme quelqu'un qui court dans un couloir sans lumière. Luc ferma les yeux. « Élise, tu as accès au compte depuis 2 ans. Tu as fait passer des dépenses personnelles pour des achats professionnels. Tu m'as fait signer des documents que je n'ai jamais lus. Tu as... »« C'était pour nous !» hurla-t-elle. « Pour notre image, pour que tu ne sois pas comme avant !» Il sursauta. « Comme avant ?» Il y eut un silence, puis sa voix, encore plus aiguë. « Oui, je ne voulais pas d'un mari banal. Je voulais quelqu'un qu'on admire. Si je ne faisais pas tout ça, tu serais resté un petit employé gris, avec ta mère accrochée à toi comme une ombre. » Je vis Luc blêmir. Cette phrase venait d'enfoncer le couteau plus loin que toutes les autres. « Tu n'avais pas le droit », dit-il d'une voix morte. « Pas le droit !» Elle éclata d'un rire presque hystérique. « Tout ce que tu as, c'est grâce à moi. Je t'ai façonné, je t'ai donné une vie. Et toi, tu crois que ta mère va te sauver? Elle ne t'a jamais aimé comme moi. » Luc se leva brusquement. « Élise, arrête maintenant. » Mais elle continua, incontrôlable. « C'est elle la cause de tout. Elle me déteste. Elle veut te reprendre. Elle a l'air douce, mais elle n'est que manipulation. Je l'ai vue venir depuis le début. Ce qui arrive, c'est de sa faute. » Luc serra le téléphone si fort que ses doigts devinrent blancs. « Élise !» Il inspira profondément. Sa voix trembla. « Je ne veux plus t'entendre. » Il raccrocha et s'écroula sur le sol, littéralement, comme si ses jambes avaient cessé de se souvenir de leur fonction. Je me précipitai vers lui. « Luc, respire, mon chéri, respire !» Il suffoquait, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Comment j'ai pu aimer quelqu'un comme elle? Comment j'ai pu te laisser? Comment j'ai pu croire qu'elle valait plus que toi, maman ?» Je posai ses mains dans les miennes. « Ce n'est pas un crime d'aimer, Luc. Le crime, c'est de briser quelqu'un qui t'aime. » Il ramena son front contre mon épaule, comme quand il était enfant. « Maman, j'ai peur. Ils vont me tenir responsable. Ils vont dire que je savais. Je vais tout perdre. Mon travail, ma réputation, ma vie. » Je caressais doucement ses cheveux. « Tant que tu dis la vérité, la vie finira par te rendre justice. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais le mensonge ne gagne jamais très longtemps. » Il hocha la tête, encore tremblant. En fin d'après-midi, alors que Luc se reposait dans la chambre, mon téléphone vibra. Numéro inconnu. Une voix neutre dit « Madame Armand, ici l'inspecteur Lenoir. Nous avons terminé la première analyse. Je tenais à vous informer que votre fils n'est pas considéré comme responsable pour le moment. Les irrégularités viennent de l'accès de sa femme. Il existe des preuves numériques, de nombreuses. » Je m'assis lentement. « Et Élise ? Elle risque une enquête pénale. Les faits sont lourds, très lourds. » Un silence. Puis, « Quelqu'un a voulu faire tomber votre fils, Madame Armand. Mais quelqu'un d'autre a fait en sorte que la vérité remonte. Vous devriez le savoir. Qui? Nous ne pouvons pas le dire, mais ce n'est pas vous. » Je restais figée, parce que je le savais, parce que depuis le début, j'avais senti une présence que je ne comprenais pas.
quelqu'un qui avait ouvert une porte que même moi n'aurais jamais osé pousser. Avant de raccrocher, l'inspecteur ajouta « Tenez bon, madame, votre fils aura besoin de vous, beaucoup. » Quand j'ai retrouvé Luc dans le salon, il était assis par terre, les jambes croisées, comme un enfant puni. Il regardait le vide, plus rien dans ses yeux. Je me suis assise à côté de lui, sans parler. Et dans ce silence, j'ai compris quelque chose. Ce n'était pas seulement son couple qui se brisait, c'était sa vision du monde, sa confiance en lui, sa naïveté, sa jeunesse. Luc venait de perdre l'innocence. Et Élise venait de perdre le contrôle pour la première fois de sa vie. Les semaines qui ont suivi ont été étranges. Calmes, lourdes, silencieuses, mais d'un silence qui ne fait plus mal, d'un silence qui répare. Luc est resté chez moi. Pas parce qu'il n'avait plus d'endroit où aller, mais parce qu'il avait besoin de redevenir quelqu'un, de retrouver l'homme qu'il était avant qu'Élise n'entre dans sa vie. Je l'ai vu dormir presque 15 heures par jour, puis reprendre son souffle, puis se tenir un peu plus droit, chaque matin 1 millimètre de plus. Un soir, il s'est approché de la fenêtre où je lisais, un thé chaud entre les mains. « Maman, merci de ne pas m'avoir abandonné. » Je n'ai rien dit, j'ai juste posé ma main sur la sienne. C'était suffisant. L'enquête a suivi son cours. Élise a fini par s'éloigner, pas par choix, mais parce que la vérité l'avait rattrapée. Je n'ai pas cherché à savoir ce qu'elle devenait. Il y a des chutes qui ne nous appartiennent pas. Et puis, petit à petit, Luc a recommencé à vivre, à lire de nouveau, à rire parfois. Un matin, il m'a dit qu'il voulait retourner au travail. Un autre, qu'il voulait chercher un appartement à lui. Je l'ai aidé à porter ses cartons sans rien dire, comme si c'était un simple déménagement, alors que c'était bien plus que ça. C'était un renouveau. Quant à moi, j'ai retrouvé mes promenades au parc, mes lectures tardives, cette paix douce que je croyais avoir perdue. J'ai compris une chose essentielle. On ne sauve pas ceux qu'on aime en s'accrochant. On les sauve en restant debout, même quand ils s'éloignent. Et parfois, ils reviennent. Pas parce qu'on les retient, mais parce qu'ils choisissent de revenir. Un dimanche midi, Luc est revenu dîner. Il a mis la table comme quand il était enfant. Il m'a regardé, un sourire timide dans les yeux. « On recommence, maman ?»« Oui, mon chéri, on recommence. » Et j'ai su que la tempête était derrière nous. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Chaque jour, une nouvelle histoire vraie qui éclaire une vie, un choix, un cœur. Et vous, quelle est votre histoire? Racontez-la en commentaire.